Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez observé la France depuis des années. L'archipel français, c'était vous. Une France fracturée. La France dans les yeux, c'est encore vous. Et surtout, on l'apprend, la décivilisation, c'est vous aussi, ce concept qu'a avancé Emmanuel Macron la semaine dernière pour parler de notre société aujourd'hui. C'est vous qui lui aviez soufflé lors d'une rencontre la veille. Vous parlez d'une France impatiente, au bord de péter les plombs. On va y revenir et essayer de comprendre ce que c'est que cette France qui pète les plombs, comme vous dites. Est-ce que ce qui s'est passé ce week-end encore, quand on voit le jeune Kenzo, ce jeune garçon de 8 ans, supporter de l'OM, qui s'est fait agresser violemment dans l'enceinte du stade à Ajaccio, est-ce que ça, par exemple, c'est de la décivilisation? Bon, on peut le penser, effectivement. Alors, comme ça a été relaté précédemment sur BFM, on est habitué aux violences dans les stades, mais on a le sentiment qu'on franchit progressivement de nouveaux paliers et que des figures, des types de populations qui étaient sanctuarisées, qui étaient protégées, eh bien, ne le sont plus. Et donc là, c'est sans doute un nouveau palier avec un enfant malade de surcroît, accompagné de ses parents. Alors, on va pas faire de généralité sur un cas particulier, mais si on prend un peu de recul, on voit que dans tous les secteurs de la société, eh bien, des figures, des personnalités, des métiers qui étaient jusqu'à il y a 20 ou 30 ans complètement protégés, sanctuarisés, sont également aujourd'hui en butte à ces formes d'incivilité, les médecins, les pompiers, le personnel des urgences dans les hôpitaux. Et c'est plus uniquement un rapport à l'autorité, derrière lequel on pourrait ranger les violences vis-à-vis des policiers, en disant c'est des choses qu'on a l'habitude de voir et qui peuvent sociologiquement s'entendre, hein, même si bien évidemment elles sont condamnables. Mais on voit aujourd'hui que, encore une fois, dans toutes les sphères de la société, il y a une montée de ces tensions, de cette électricité dans les rapports sociaux. Et c'est ça qu'on a voulu essayer de creuser autour du concept de décivilisation, en repartant des travaux du grand sociologue et historien qui s'appelle Norbert Elias, qui lui avait parlé d'un processus de civilisation, qui avait montré comment, à partir du XVIIe siècle, d'abord dans les cours européennes, puis ça après, avait été dans le bon sens jusqu'alors. Voilà, avec la politesse, la capacité à gérer ses frustrations, à canaliser ses affects, à refouler la violence. Tout ça avait été un long processus, entre guillemets, de civilisation, de domestication. Et on s'interroge sur le fait de savoir si on n'est pas parti aujourd'hui dans un processus, une spirale inverse, dont nous verrions les manifestations de manière quotidienne dans tel ou tel secteur de la société. Alors pour l'instant, vous en parlez encore au conditionnel. On va essayer de comprendre en analysant précisément, parce que ce ne sont pas que des intuitions, oui. Ce sont des faits sur lesquels reposent vos analyses. D'abord, s'arrêter un instant sur ces catégories de population dont vous parlez, les pompiers, les médecins, les infirmières, les maires, qui sont aujourd'hui des cibles. Comment ça s'est fait et pourquoi ? Alors, encore une fois, il faut essayer de partir sur des éléments concrets, parce qu'on va souvent nous rétorquer, est-ce que ça n'a pas toujours existé ? Et donc on voit déjà, premier indice, que toutes ces corporations se sont progressivement dotées d'observatoires ou d'outils pour mesurer et faire remonter ces actes de violence. Deuxième indice, une fois que ces observatoires ont été mis en place, on voit que le nombre de faits remontés, qu'il s'agisse des agressions vis-à-vis des maires, hein, l'association des maires de France a mis en place un baromètre, ou des pompiers par exemple. Donc là j'ai les chiffres sur les pompiers, les sapeurs-pompiers agressés en mission, on est passé de 900 cas en 2008 à 3400 en 2018. Hein, de 900 à 3400 cas. On pourrait prendre le cas des médecins. Entre 2003 et 2004, on était à 1000 agressions ou incivilités recensées, et les chiffres viennent de tomber, on est passé à 2200 sur les 2 dernières années. Donc tous les indicateurs sont orientés à la hausse. On pourrait parler du football tout à l'heure. Là, c'était le football professionnel. Si vous prenez le football amateur, la Ligue de football, là aussi, a mis en place son propre outil et qui a recensé 4000 agressions ou formes de pression vis-à-vis des hommes en noir dans des matchs amateurs sur un total de 25 000 arbitres. Les arbitres sur 25 000 Voilà, il y a eu 4000 cas recensés sur la période 2017-2018. Autre phénomène, le permis de conduire. Aujourd'hui, depuis quelques années, l'inspecteur de permis de conduire n'indique plus
j'allais dire en live ou directement. De mon temps, hein, pour tout le dire, moi je suis né en 80 quand j'ai eu mon permis, et on s'en souvient tous quand on a cet âge-là. On vous le disait à la fin, on savait en sortant de la voiture si on l'avait ou pas. On ne le dit plus, alors officiellement c'est pour des raisons administratives ou autres, il fallait se connecter sur une plateforme, mais c'est pour éviter aussi qu'il y ait une confrontation éventuelle entre un candidat qui serait déçu ou mari de ne pas avoir réussi son examen et l'examinateur. Donc vous voyez que il serait fort mari, mais il pèterait les plombs. Vous avez deux types de vocabulaire, mais en l'occurrence c'est bien ça. C'est toujours ce syndrome du pétage de plomb. Et alors voilà, et donc on s'interroge sur ces termes de pétage de plomb ou de pétage de câble qu'on entend dans le langage courant. Quand vous faites l'étymologie de tout ça, ça renvoie bien à cette moindre capacité que certains individus ont à gérer la frustration, la contradiction et le passage à l'acte qui se fait aujourd'hui de manière plus facile qu'il ne l'était par le passé. Et donc tout ça traduit, de notre point de vue, une modification de notre psyché collective avec une moindre résistance à la frustration, une moindre capacité à encaisser l'autorité. Et tout ça procède sans doute dès le plus jeune âge du formatage. On va y revenir parce que c'est très intéressant. Vous parlez de l'enfant roi, puis du client roi, qui conduit ensuite à cette non-capacité à gérer la frustration. Mais si l'on en reste d'abord au diagnostic, Jérôme Fourquet, pourquoi, je vous repose la question, pourquoi des gens qui viennent vous sauver, comme les pompiers par exemple, peuvent se retrouver la cible des injures et de l'agression, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour vous embêter puisse être respecter la loi, ou vous même verbaliser. À la limite quelqu'un qui vient vous verbaliser, mais quelqu'un qui vient vous sauver. J'en veux pour preuve justement ce double exemple policier-pompier. On se souvient de cet accident tragique qui a eu lieu il y a 8 jours à Roubaix avec 3 policiers qui y ont trouvé la mort. Au moment du choc frontal, il y avait dans la voiture du conducteur un passager. Le conducteur est mort. Le passager était blessé. Les pompiers sont donc arrivés sur cette scène d'un accident d'une extrême violence. Ils viennent pour sauver, et de fait, ils ont vraisemblablement sauvé le passager. Ce passager les agresse et les injurie. Oui, alors on est sans doute sur un certain type de population qui est une population délinquante et qui considère les pompiers comme des porteurs d'uniformes et comme des représentants quelque part des autorités. On a en tête également les stratégies de guet-apens qui sont mises en place dans certaines cités en allumant des feux de poubelle pour, à dessein, faire venir les pompiers et ensuite les caillasser. Donc, pour une partie de la population, ces pompiers sont perçus un peu comme un continuum des forces de l'ordre ou des autorités. Mais ça va beaucoup plus loin parce que les médecins de famille ne portent pas l'uniforme. Et si tant est qu'ils le portassent, il n'y aurait pas forcément vocation à ce qu'on les agresse, mais ils ne portent pas l'uniforme. Et pour autant, ils peuvent aussi être victimes d'agressions. La DARES, qui est un organisme public, a fait paraître il y a quelques mois, dans le cadre de la réforme des retraites, une étude qui portait sur l'interrogation de toute une série de professions en demandant à ces salariés s'ils se voyaient exercer leur profession jusqu'à 62, 63 ou 64 ans. Et donc on voyait que assez logiquement, les métiers les plus exposés à la pénibilité physique, ouvriers du bâtiment, ouvriers de l'industrie, ouvriers de la manutention, étaient parmi les plus nombreux à dire « je ne me vois pas faire ce même métier jusqu'à l'âge requis ». Mais les professions qui se voyaient le moins aller jusqu'au bout étaient les caissiers, caissières et employés de libre-service et les employés de guichets de banque qui ont comme caractéristique non pas d'être exposés à une pénibilité, mais d'être exposés au quotidien, au public, alors que d'autres catégories de population, typiquement des secrétaires, des agents de maintenance informatique, qui peuvent travailler dans les mêmes entreprises, mais qui, comme on le dit dans le jargon, ne sont pas en front office, eh bien, eux se voyaient davantage être en capacité d'aller jusqu'au bout. Ce que vous appelez le front office, c'est évidemment le guichet. Contact, voilà, et donc c'est vous qui êtes en première ligne et qui reçoit aussi des formes d'incivilité. Alors le caissier ou l'employé de banque qui au guichet, c'est pareil aussi dans les services publics, dans les caisses d'assurance maladie par exemple, ou dans les CAF. Tout le personnel qui est en contact avec la clientèle ou avec les usagers aujourd'hui est en première ligne pour gérer
ces formes de montée d'agressivité ou d'incivilité. Partout, c'est-à-dire que ça n'épargne aucun territoire de France. Ça touche, d'après votre étude, à la fois les zones urbaines, les zones périurbaines et le monde rural. Oui, alors on le voit typiquement, regardez ce qui se passe avec les maires. C'est souvent dans des petites communes. On a encore, j'ai vu passer sur votre bandeau tout à l'heure, un maire d'une commune rurale. Je vais préciser les choses, puisqu'en effet, l'invité à 8h10 tout à l'heure sur RMC, mon invité, c'était le maire de Montjoie. Montjoie, c'est un village de 167 habitants dans le Tarn-et-Garonne, où il y a un conflit de voisinage assez classique. J'explique pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Il y a un chemin communal qui, depuis 18 ans, a été détourné. Tout le monde est d'accord, pas de problème. C'est tacite dans le village parce que sinon ça traversait une propriété. Et puis il y a un nouvel agriculteur, un éleveur de porc qui est là depuis 4 ans et qui lui a dit non, moi je veux prendre ce chemin. Sauf qu'il n'en a pas le droit. Ce chemin a été détourné et ça avait été voté en conseil municipal. Non seulement il n'est pas d'accord avec cette décision, mais il a appelé à la rescousse un youtubeur viriliste, comme on dit désormais, qui s'appelle Papacito, qui a été sur place, qui a séquestré le maire, qui a ciblé le maire, qui l'a ciblé sur les réseaux. Sa maison a été jetée à la vindicte populaire. Aujourd'hui, ce maire, il est sous protection. Il ne peut plus recevoir ses petits-enfants pour crainte pour leur sécurité. Comment se fait-il qu'un village de 167 habitants, un conflit de voisinage, se retrouve dans une situation pareille? Voilà. Alors, on est bien d'accord, c'est pas toute la population du village qui est entrée en ébullition, mais c'est quelques individus, mais qui suffisent à créer ces situations qui étaient historiquement rarissimes. Autre exemple qui est passé en bandeau sur votre chaîne ou votre antenne, un maire rural qui a été molesté ce week-end à l'occasion d'un tapage nocturne. Donc il a dû être appelé par les riverains. Il est intervenu. Donc là, c'est des sujets qu'on connaît bien, qui font partie du quotidien. Sauf qu'il y a 30 ou 40 ans, il aurait été rarissime qu'on s'en prenne physiquement ou qu'on menace le maire. Et manifestement, ces barrières sont tombées. Et c'est tout ça qu'on interroge, nous, dans cette note. C'est comment se fait-il que ces barrières, ces mécanismes, ces ressorts qui étaient inculqués, intériorisés depuis le plus jeune âge, aujourd'hui ne fonctionnent plus. C'est là qu'on en arrive à la question de l'éducation. Et quand vous dites dans cette note, je rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, Jérôme Fourquet, que vous êtes donc le directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, et que c'est donc cette note qui a donné lieu à ce concept même de décivilisation. Jérôme Fourquet, quand vous dites d'abord que ça vient dès l'enfance et dès l'éducation, je voudrais vous interroger sur quelques concepts. On a parlé d'un côté d'agressivité, d'insulte, de brutalité, d'agression et de conflit. Est-ce à mettre au regard d'autres concepts qui jusqu'alors étaient valorisés, comme la civilité, le respect ou la courtoisie? Est-ce que la décivilisation, c'est l'inverse de la courtoisie au fond? En partie. Norbert Elias, sur lequel on s'appuie énormément dans cette note, avait expliqué justement que la politesse, la courtoisie, les arts de la table, le fait d'utiliser une fourchette, par exemple, donc c'était à la cour du roi, tout ça avait fait beaucoup d'effets sur la psychologie interne des individus et avait proscrit une forme de grossièreté et également une forme au bout de la chaîne, de recours à la violence. On avait proscrit et banni les duels, par exemple. Et donc, c'est tout ce processus au long cours qui, aujourd'hui, est moins intégré. On a retrouvé une enquête qui date de 1973, qui interrogeait les enseignants collège et lycée. Et 58% d'entre eux disaient qu'ils n'avaient aucun problème à faire respecter un minimum de discipline dans leur classe. Donc on était en 73. On a reposé la question en 2021, il n'y en a plus que 25% qui n'ont aucun problème. Une part importante disent « j'ai quelques difficultés parfois ». Mais donc vous voyez que début des années 70... Plus de la moitié, 6 sur 10. Disent j'ai pas de problème, il n'y a aucun problème. Ça coule de source, et donc il suffit simplement d'élever la voix parfois ou de regarder avec un peu d'insistance un élève pour que tout rentre dans l'ordre. Ils avaient face à eux des élèves qui avaient été, j'allais dire, formatés, éduqués dans leur famille dans les années 60, puisqu'on est dans les années 70. Et manifestement, ces formes d'éducation, l'intériorisation d'un certain nombre de contraintes, de règles, le respect de l'autorité, des formes élémentaires de courtoisie, tout ça... Elles ne sont plus transmises. Plus aussi fortement, on ne va pas généraliser, mais plus aussi fortement que par le passé. Donc c'est ce qu'on a appelé le concept d'enfant roi, avec l'enfant au centre de toute chose,
l'exacerbation de sa subjectivité, le fait de lui dire qu'il est unique, qu'il a tous les droits, et donc on déséquilibre le droit et devoir, la capacité à gérer la frustration, qu'on apprend aussi dès le plus jeune âge dans différentes sphères, n'est plus aussi automatique. L'attente simplement de quelque chose qu'on désirerait. Et le respect des règles, se conforter aussi à des formes d'autorité. Et puis, on passe de l'enfant roi au client roi, avec une société de l'hyperconsommation où le marketing met le client au centre de tout. Vous connaissez Là, vous parlez de la question aussi de la livraison, de l'immédiateté. On veut quelque chose, on clique, on le veut immédiatement. Et donc, on avait fait une enquête pour la Fondation Jean Jaurès, en demandant aux gens, quand vous n'arrivez pas à acheter un produit qui vous fait envie, vous devez différer l'achat, ou vous devez vous rabattre sur un produit un peu moins valorisé, quel est votre sentiment immédiat? Et on voit que dans les jeunes générations jusqu'à 50 ans, le sentiment premier qui ressort, c'est la frustration. Alors que passé 50 ans, et a fortiori à plus de 60 ans, c'est la résignation. Et donc, on voit bien que ces générations les plus âgées avaient intégré tous ces mécanismes qui leur permettaient de gérer ces formes de contrariété et de frustration. Et ces mécanismes qui sont tout à fait indispensables en société, aujourd'hui, ne sont plus aussi présents. Encore une fois, on ne va pas généraliser. Mais il y a une forme de responsabilité, y compris donc de la question de la transmission, de la question de l'éducation, de la difficulté aussi à respecter l'autorité. Est-ce qu'il y a aussi une forme de responsabilité de la part des services publics eux-mêmes à ne plus avoir répondu à ce qui apparaissait comme une égalité de tous face à la santé, égalité de tous face à l'éducation, face à la sécurité, et le sentiment d'une partie de la population d'en être exclue? Alors, ça peut jouer aussi, mais je pense que c'est plus profond que cela. Encore une fois, ça se joue dès le plus jeune âge, et que, bien évidemment, on va avoir des situations qui vont pousser à des réactions de colère ou d'insatisfaction. Ou de pétage de plomb, comme vous dites. Ou de pétage de plomb, mais que c'est encore une fois, en revenant sur les travaux d'Elias, c'est sur la psyché collective et la construction. Et vous parlez d'ailleurs de la question de l'individu et de la naissance du moi-je, c'est-à-dire du moi-je sur les réseaux sociaux. On parlait à l'instant de Papacito, c'est-à-dire par exemple dans un village, un individu qui n'est pas d'accord avec l'urbanisme de la commune, se croit autorisé, décide seul. Vous voyez l'expression se croire autorisé à. C'est-à-dire c'est ça, donc je me sens investi, j'ai le droit de, et donc toutes ces réactions, vous voyez que c'est très profond. Aujourd'hui, sont une forme de relâchement, et la capacité à intégrer la contrainte ou le respect de la loi du plus grand nombre. Mais comment on fait pour y mettre fin? Comment on fait pour inverser le processus? Il n'y a pas de baguette magique, hélas, et je pense que déjà la prise de conscience est déjà le premier stade. C'est à ça que vous œuvrez ce matin, c'est à ça que vous œuvrez. Je précise le contexte dans lequel vous avez rencontré le chef de l'État la semaine dernière. Il a consulté un certain nombre de sociologues pour échanger avec eux, et semble-t-il, c'est à la fin de cette discussion que vous avez évoqué votre travail récent sur cette décivilisation. Oui, puisque alors, le repas portait sur d'autres thématiques, sur les classes moyennes, sur la question du pouvoir d'achat, et qu'en fin de repas, le président nous a interrogés sur justement cette montée des tensions et des violences dans la société. On était quelques jours après le drame de Roubaix, et puis après le drame de l'hôpital de Reims. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai évoqué avec lui ces travaux que je suis en train de mener. Il n'y a pas de baguette magique, mais est-ce qu'il y a quand même des pistes où vous vous dites, tiens, là, petit à petit, on pourrait réussir à sortir de la loi de la jungle ou d'une forme de retour à une barbarie pour retrouver une forme de civilisation. Je parle de deux processus et de deux tendances. Voilà, deux tendances. Eh bien, donc, je pense que c'est en matière d'éducation, dès le plus jeune âge. Donc, certes, l'école, mais c'est d'abord dans les familles que tout ça va se jouer. Peut-être des garde-fous aussi à cette société de l'hyperconsommation où le client roi est en permanence sacralisé, le parce que je le vaux bien, le venez comme vous êtes, etc. etc. Qui sont des slogans de marketing, qui pour vous sont très symptomatiques. Sont très symptomatiques parce qu'ils correspondent à un air du temps, et puis une forme de respect, on parle beaucoup de ce respect, vis-à-vis justement de tous ces salariés. On a inversé le respect en quelque sorte. Oui, et vous voyez, si le client est roi, c'est qu'il faut qu'il y ait une armée d'esclaves quand même pour vous servir. Et donc quand vous interrogez des caissières, elles vous disent que ce qui les heurte le plus, alors il y a les conditions de rémunération, la pénibilité du métier, mais c'est aussi par exemple le fait que des clients ne les regardent même pas en passant en caisse et continuent leur conversation sur leur smartphone comme si elles étaient quantité négligeable. Et donc on parle bien de civilisation, et donc dans civilisation il y a civilité, il y a aussi un appel à la civilité. On s'interroge aussi à
à la suite de linguistes, que je ne suis pas, sur peut-être aussi la moindre maîtrise du langage. Et on sait depuis longtemps que le langage permet c'est sa fonction de verbaliser les choses, et que en l'absence de cette maîtrise du langage, ne plus se parler. Et déjà le début d'une sorte de ne plus vivre ensemble. Et puis moins maîtriser la langue favorise aussi chez certains individus le recours à des formes d'expression qui soient plus violentes, puisque ce qu'on n'arrive pas à le verbaliser, on le traduit physiquement. On le traduit physiquement si on ne peut pas en parler. Évidemment, dans ces cas-là, ça devient le recours à la force. Merci, Jérôme Fourquet. Passionnant d'avoir plongé avec vous dans la France telle qu'elle est. D'ailleurs, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La France sous nos yeux, où vous analysez vraiment territoire par territoire, et y compris jusqu'au restaurant où on va, jusqu'à ce que l'on mange. Vous parliez de la fourchette tout à l'heure. Tout cela n'est absolument pas anodin. Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Il est 8h53, vous êtes bien sur RMC et BFM TV.